Bonjour, mesdames, messieurs dans la salle, ceux qui est avec nous par Zoom. Je suis Joanne Burgess, directrice du Laboratoire d'Histoire et de Patrimoine de Montréal. Et c'est vraiment un plaisir pour moi, au nom du laboratoire, de vous accueillir et de dire toute notre fierté d'avoir réussi à organiser euh, cette session dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et nous sommes particulièrement heureux de notre collaboration avec la table ronde du mois de l'histoire des Noirs qui a collaboré avec nous à l'organisation et surtout à la promotion via sa programmation de cette activité. Donc, il s'agit d'une conférence présentée par Philippe Bélanger-Landry. Et je dirais dire, doublement heureuse, à la fois comme directrice du laboratoire, mais aussi parce que j'ai eu le plaisir de fréquenter, de connaître Philippe pendant les dernières années dans le cadre de son mémoire de maîtrise. Et ce sont certains des résultats de ce mémoire déposé l'année dernière au département d'histoire de l'UQAM qui va nous présenter aujourd'hui. Philippe, je pense, arrive difficilement à se séparer de l'UQAM parce que même s'il est diplômé du département d'histoire, depuis l'année dernière, il s'est inscrit au programme cours de deuxième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur. Et donc, on devine son plaisir et son goût de la communication et son intérêt, je le vois là-bas, son intérêt à communiquer sa passion pour l'histoire au-delà des murs de l'UQAM. En plus de cet engagement comme étudiant, il est aussi engagé au sein du NISCA, un espace destiné aux personnes étudiantes des premiers peuples de l'UQAM, où il exerce le poste d'assistant au soutien académique, organisant différentes activités et agissant aussi comme mentor auprès de jeunes étudiants et peut-être des moins jeunes qui sont inscrits à l'UQAM. Et je dirais aussi que cet engagement au sein du NISCA témoigne aussi, je pense, de fierté identitaire, puisque il est aussi membre de la Brunswick House First Nation en Ontario. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Philippe qui va nous parler aujourd'hui de la construction de l'altérité noire dans les jouets au Canada entre 1945 et 1980. Merci beaucoup, Mme Burgess, pour cette belle présentation. C'est vraiment un plaisir pour moi là, de pouvoir vous donner cette conférence aujourd'hui. Je vais juste partir le chronomètre pour être sûr de ne pas trop euh, parler longuement du sujet, parce que ça pourrait m'arriver. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, comme Mme Burgess l'a très bien mentionné, la conférence d'aujourd'hui est par rapport à l'altérité noire dans les jouets au Canada de 1945 à 1980. En fait, c'est en lien directement avec mon projet de mémoire. Et donc, je vais commencer par dire quelques mots sur celui-ci pour vous donner un peu un meilleur contexte peut-être là, de l'angle dans lequel j'ai étudié cette question. Donc, mon projet a le titre très original de la représentation de l'altérité raciale dans les jouets vendus au Canada entre 1945 et 1980. Puis je dis à la blague que c'est très original parce qu'en fait, ça l'est vraiment pas. J'ai fait un travail au Cégep sur les jouets violents que j'avais nommé Jouer avec le feu. Et j'étais particulièrement fier de ce titre, mais j'ai pas eu l'occasion d'en trouver un autant bon sur le projet-ci, mais c'est pas, bon, c'est pas la fin du monde. Euh, donc, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire en fait par altérité raciale? C'est mon projet, c'est à propos de quoi? En fait, j'ai regardé la manière dont les jouets qui étaient vendus au Canada entre 1945 et 1980 euh, produ- euh, transmettait des stéréotypes, on pourrait dire, là, contribuait à les construire et donc contribuait à présenter certains groupes comme étant autres, comme étant non blancs, comme étant donc fondamentalement différents de la norme blanche. Exactement. Donc, c'est ça, en fait, altérité, ça veut dire ce qui est autre. Et donc, dans le cadre de cette conférence, quand je parle de l'altérité noire dans les jouets, c'est un peu de voir comment est-ce que les jouets ont pu présenter des personnes afrodescendantes comme étant autres, en lien, en fonction de leur identité raciale. Donc, c'est ça, les résultats de la présentation vont toucher plus particulièrement un des chapitres de mon mémoire, mais je vais aussi faire des liens avec les autres sections là, pour donner un peu une idée de euh, où se situent les jouets noirs de mon corpus par rapport à l'ensemble des jouets que j'ai examinés. Euh, donc, si on glisse quelques mots là, d'abord juste sur un peu l'aspect plus méthodologique de ma recherche, là, juste pourquoi le Canada, pourquoi 1945 à 1980. En fait, c'est beaucoup en raison de la nature des sources que j'ai consultées qui rendaient
possible et même favorisait, on pourrait dire, une analyse pan-canadienne de la question. Et puis, quant à la période, c'est une période qui m'intéressait principalement en raison de, je dirais, l'accroissement de la population en lien avec le baby boom, mais aussi la hausse du pouvoir d'achat et de la consommation des familles canadiennes. En fait, durant la période, euh, on a vu la consommation des jouets. Alors qu'avant, dans les périodes antérieures, la consommation des jouets était vraiment plus restreinte à la fête de Noël uniquement. Là, ça donnait l'occasion, en fait, pour les jouets que j'examinais, là, ils pouvaient avoir une influence un peu plus grande sur la conception des enfants canadiens. Donc, je trouvais que c'était un contexte pertinent pour étudier la question. Au niveau maintenant des sources que j'ai consultées, alors les principales sources vraiment, ce sont des catalogues que j'ai consultés aux différents centres d'archives et musées qui sont indiqués là, sur mon PowerPoint. Et les catalogues se regroupent en fait dans deux catégories principales de catalogues. La première, c'est des catalogues des grands magasins à rayons. Plus de 90% de ces catalogues-là étaient en fait les catalogues des plus grandes chaînes de magasins à rayons de la période, donc c'est-à-dire Dupuis Frères, Eaton, Sears, Simpsons, et puis à partir de 1953, en fait, Simpson Sears, au moment de la fusion. Euh, et donc ça représente plus de 400 catalogues comme ça que j'ai consultés là, dans le cadre de mon projet de maîtrise. Et puis la deuxième section des catalogues, la deuxième catégorie, en fait, ce sont des catalogues de fabricants canadiens de jouets, donc qui viennent de deux compagnies canadiennes de jouets qui étaient très importantes pendant la période. Donc, c'est la compagnie Reliable et Viceroy. Et en fait, j'ai consulté l'ensemble des catalogues de ces deux compagnies qui sont maintenant préservés au Musée canadien de l'histoire. Euh, Ma méthodologie, si vous voulez, on pourrait revenir plus en détail là, dans la période des questions. Le langage qui est sur mon PowerPoint est un peu plus peut-être académique, mais je pense que qu'est-ce qui est le plus important à retenir ici, c'est surtout que j'ai fait une analyse à la fois qualitative et quantitative. Donc, j'ai examiné à la fois la fréquence de publicisation des jouets dans les catalogues, les différents groupes racisés qui étaient présentés, les différents types de jouets, donc les magasins qui les présentaient, donc différents éléments que j'ai pris en considération. Et puis, l'aspect plus qualitatif, en fait, c'est que j'ai analysé autant les images des jouets dans les catalogues que Donc, je pense que sans plus tarder, on peut passer aux principales conclusions de mon analyse statistique des jouets. Donc, cette première partie-là, en fait, avant d'aller vraiment spécifiquement pour la question des jouets représentant des personnes noires, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de comment les jouets racisés étaient différents des jouets non racisés dans les catalogues de mon corpus. Parmi l'ensemble des catalogues que j'ai consultés, j'ai repéré 674 fois des jouets racisés. En fait, euh, le chiffre est un peu trompeur. En fait, c'est plutôt 184 jouets que j'ai repérés à une seule reprise dans les catalogues. Donc, j'appelle ça des jouets uniques, c'est-à-dire que je les ai vus seulement une fois. Et puis, il y a 123 autres jouets qui étaient récurrents, qui étaient en moyenne, en fait, dans quatre catalogues différents. Et donc, bref, en tout, ça fait un total de 307 jouets racisés différents de mon corpus, parmi les 600 catalogues que j'ai consultés. C'était pas dans tous les catalogues qu'il y avait des jouets, donc souvent la concentration était un peu plus élevée dans les catalogues qui avaient des jouets. Euh, mais c'est ça, en fait, ce chiffre, je pense, permet de comprendre que la place des jouets racisés était, ce n'était pas une place nécessairement très importante dans les catalogues, mais c'était quand même une place significative et surtout constante à travers la période que j'ai examinée. Il y a eu quelques changements, là, comme on pourra en parler tout à l'heure, plus vers la fin de la période, des années 70 en particulier. Euh, mais vraiment, c'est surtout la constance que j'ai remarqué. Et aussi, l'éventail des représentations qui étaient très limité parmi les jouets dans les catalogues, mais aussi même parmi les catalogues de manière générale. En fait, les représentations de personnes non blanches dans les catalogues et les jouets étaient vraiment concentrées, très grandement concentrées, là, fortement dans
deux types de figures de l'altérité, on pourrait dire, deux types de figures racisées, soit celle des Indiens et celle des Noirs. C'était vraiment de loin les deux figures de l'altérité les plus nettement visibles dans les catalogues et les jouets. En fait, c'est 97%, si je me rappelle pas, si je me trompe pas, je veux dire, des 307 jouets racisés dont je parle représentaient l'une de ces deux figures-là. Donc, c'est vraiment de loin ces deux figures-là. Ouais. Si je passe maintenant donc à les différents types de catégories dans lesquelles il y avait des jouets racisés dans les catalogues, en fait, tout à l'heure, je vais montrer des images là, pour chacune de ces catégories, donc on pourra peut-être mieux les comprendre à ce moment-là, mais juste pour donner une idée générale là, de les jouets racisés se trouvaient plus dans quelle catégorie, puis aussi au niveau de si ces jouets représentaient plus des personnes noires ou des personnes autochtones. On voit en fait d'abord que c'est ça, il y a différentes catégories, mais vraiment la plus importante, c'est la catégorie des poupées. En fait, ensemble, ça fait presque 60% des jouets racisés de mon corpus qui étaient des poupées. Puis c'est un nombre très semblable quand même pour les poupées qui représentaient des personnes noires et celles qui représentaient des personnes autochtones. Euh, donc, comme je l'ai dit, on va en voir plusieurs exemples tout à l'heure. En ce qui concerne les figurines, donc j'ai repéré 58 ensembles de figurines, en fait, qui comportaient des figurines racisées. Le jouet qui était le plus fréquent à ce niveau-là, c'était des ensembles de cow-boys et indiens. Euh, Presque la totalité de ces 58 ensembles, en fait, étaient de tels jeux de cow-boys et indiens. Mais j'ai aussi repéré 21 figurines articulées, on pourrait dire des action figures, surtout dans la deuxième partie de ma période, dans les années 70 en particulier. La prochaine catégorie, ce sont des jeux de tir. C'est des jeux assez perturbants, là, des jeux de tir ayant des personnages racisés comme cible. Donc, je vais en montrer des exemples, encore une fois, tout à l'heure. La majorité, vraiment 31 sur ces 35 jeux, représentaient un personnage indien vraiment caricaturé au centre de la cible. Mais il y a eu également 4 jeux avec une personne noire sur la cible ou proche de la cible. Comme j'ai dit, on pourra en voir des exemples tout à l'heure. Puis enfin, il y a eu aussi 11 jouets mécaniques, dont 7 qui représentaient des personnes noires. Euh, Dans mon projet, quand j'ai pu le faire, j'essayais aussi de comparer la représentation de l'altérité raciale à la comparaison des jouets blancs, dans le fond, ce que j'appelle la blancheur, parce que c'est vraiment là qu'on peut voir, je pense, le mieux comment est-ce que les figures altérisées étaient justement altérisées, étaient présentées comme autres. Ici, comme le dit bien l'historienne Catherine Larochelle, l'altérité prend forme dans un récit où le soi est la norme, et la norme, dans ce contexte, n'exige aucune définition. Et cette idée-là, en fait, s'applique tout à fait dans le cadre des catalogues que j'ai examinés. En fait, si on prend les poupées blanches de mon corpus, elles ne spécifiaient presque jamais qu'elles étaient blanches, justement. C'était tenu pour acquis, comme si la blancheur était un peu, on pourrait dire, l'ethnicité par défaut présentées dans les catalogues. Alors qu'en comparaison, les poupées racisées précisaient presque toujours qu'elles étaient soit noires ou autochtones. Et puis, en fait, souvent, c'était pas ces termes-là qui étaient utilisés, c'était d'autres termes qui aujourd'hui seraient certainement considérés dégradants, péjoratifs, offensants. Même, en fait, à l'époque aussi, certains de ces termes-là étaient déjà considérés comme tels, notamment puisqu'ils ne correspondaient pas au nom que se donnaient elles-mêmes les différentes populations afrodescendantes et autochtones. Euh, Sinon aussi d'autres... ben, en fait, ici, j'ai un exemple. On voit bien, ce sont deux poupées qui partagent le même moule. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement identiques à l'exception de la couleur de la peau qui leur est attribuée. Mais pourtant, la poupée blanche se nommait simplement Celluloid Doll, alors que la version noire s'appelait Darky Doll. Puis la description aussi spécifiait qu'elle était noire, contrairement à la version blanche, qui, même si elle partageait le même moule, ne spécifiait pas son identité raciale. Également, surtout dans les catalogues de la première moitié de la période que j'ai étudiée, les poupées racisées, que ce soit les poupées noires, comme on voit ici, ou des poupées autochtones, tendaient à être regroupées dans leur propre section des catalogues, donc séparées des autres jouets, séparées des autres poupées, ce qui les excluait un peu, on pourrait dire, comme la normalité qui était attribuée aux jouets et aux poupées blanches. Donc, on voit ici là, un exemple d'un catalogue c'est un catalogue de la compagnie Reliable de jouets, donc c'était pas destiné à des consommateurs, mais c'est quand même un bon exemple, je pense, qu'on voit que même si certaines des poupées de ces catégories-là étaient présentées ailleurs dans le catalogue,
vraiment les poupées noires ont été mises dans leur propre section, puis c'était le cas assez fréquemment dans la première moitié de la période. Mais dans la seconde moitié de la période, on a vu, surtout en ce qui concerne les personnes noires, en fait, une plus grande intégration des poupées noires avec les autres poupées. Donc, par exemple, on a des poupées noires intégrées avec des poupées blanches lorsque ce sont les mêmes catégories de poupées, on pourrait dire, là, comme on le voit avec ce deuxième exemple. Euh, j'ai mentionné donc les termes, les qualificatifs raciaux qu'on considérait aujourd'hui offensants et inadéquats qui étaient utilisés fréquemment pour parler des poupées non blanches. En fait, souvent, c'était le seul nom qui leur était donné dans les catalogues. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas souvent un prénom qui leur était donné, contrairement aux poupées blanches qui se faisaient souvent un peu, on pourrait dire, personnaliser, individualiser davantage par l'attribution d'un prénom. Euh, et en fait, dans les quelques cas où que des poupées noires ou autochtones avaient un prénom, c'était fréquemment un nom plus collectif, je dirais. C'était pas autant un nom d'individu servant à personnaliser, mais plutôt un nom comme celui de Topsy, qui revenait là, vraiment, c'est la grande majorité des poupées noires qui avaient un nom se nommaient Topsy. Et donc, c'est comme un peu un nom générique qui revenait là, pour toutes les représentations de personnes noires dans les catalogues, c'était très souvent soit Topsy, soit Mamie. C'est des figures racisées, en fait, qui viennent du champ de représentation qui a été constitué, surtout aux États-Unis, là, à partir du 19e siècle et on voit encore, il y avait des traces là, dans les catalogues, justement, dans les jouets que j'ai examinés. Donc, si maintenant on passe à la prochaine section en examinant plus spécifiquement les représentations de personnes noires dans les jouets, euh, vraiment, ce que je soutiens là, dans mon mémoire, c'est que ces représentations-là reprenaient en fait, c'est ça, des codes raciaux, des stéréotypes raciaux, ce que j'appelle des marqueurs d'altérité, donc des marqueurs qui les présentaient comme étant autres, les personnes afrodescendantes. Enfin, ça reprenait tous ces codes-là des champs de représentation racisés qui ont été constitués depuis le 19e siècle, qui associent les personnes afrodescendantes à l'esclavage et en fait, c'est ça, c'est des représentations qui viennent de l'esclavage et de l'oppression historique des personnes noires qui continuaient à être visibles dans les jouets de la période. Cependant, puisque c'était des jouets, qu'ils étaient donc associés à l'enfance, à l'innocence, c'est comme si c'était une façon de dénier, ou du moins partiellement de dénier l'aspect raciste qui était associé à ces représentations, comme on va en voir quelques-unes. Donc d'abord, la couleur de peau qui était attribuée aux personnes noires dans les catalogues et dans les jouets et ailleurs, en fait, c'était vraiment un des marqueurs d'altérité les plus fondamentaux. C'était, dans le fond, la noirceur des personnes afrodescendantes était souvent l'aspect le plus facilement identifiable, qui permettait de reconnaître comme autres les personnes afrodescendantes, de les reconnaître comme étant euh, c'est ça, une personne noire racisée. Et en fait, c'est qu'est-ce qui les prédisposait c'est l'élément qui les prédisposait le plus au racisme anti-noir. Contrairement à certains autres groupes, que c'était pas autant des biologiques ou physiques, mais ça pouvait être aussi ethnique et culturel. Pour les populations afrodescendantes, la couleur de peau était un élément central. D'ailleurs, dans les jouets, est parfois le seul élément qui les différenciait. Donc, ici, on a quelques exemples qu'on voit des poupées qui partagent le même moule entre poupées blanches et poupées noires. Et donc, le seul élément vraiment qui les différenciait était leur couleur de peau. Mais des poupées comme ça, en fait, c'était vraiment une minorité des jouets et des poupées que j'ai vues dans mon mémoire. En fait, le plus souvent, c'était des poupées il y avait d'autres éléments qui les caractérisaient, qui se voulaient plus représentatifs des populations afrodescendantes, mais en réalité qui reprenaient plusieurs des stéréotypes, là, comme je le mentionnais, associés au champ de représentation racisé constitué depuis le 19e siècle. On a en particulier ici un exemple de poupée qui porte des vêtements à motif à pois, qui était particulièrement fréquent, ce type de vêtements-là, là, dans les poupées qui représentaient des filles et femmes noires dans les catalogues. Aussi, la poupée au centre de mon PowerPoint, on ne le voit pas parce que l'image est en noir et blanc, mais la description précise que ces vêtements étaient colorés. Puis on voit aussi qu'elle a des boucles d'oreilles en forme d'anneau. En fait, ce sont des caractéristiques
selon l'imaginaire occidental de la période, reflétait vraiment les tenues africaines traditionnelles. Donc, c'est ça, on voit des exemples donc, de caractéristiques qui étaient attribuées aux poupées noires qui signalaient leur altérité davantage, en plus de leur couleur de peau et de certains autres traits. J'ai inclus aussi une image de poupées blanches qui sont semblables à ces poupées noires. En fait, ça constitue un cas un peu exceptionnel. Si jamais des personnes seraient intéressées, on pourrait y revenir durant la période de questions. Euh, donc ici aussi, on voit des exemples de la couleur particulière des poupées noires qui étaient souvent très, très foncées, même souvent particulièrement presque noires, en fait, ou même carrément noires, et qui contrastaient surtout nettement avec la couleur de peau attribuée aux poupées blanches, en fait, aux personnes blanches qui étaient représentées dans les catalogues, parce qu'en fait, ici, on a un exemple d'une représentation d'enfants canadiens blancs qui sont représentés dans un catalogue justement pour faire la promotion de jouets. Et surtout dans les catalogues qui étaient, en fait, dans les catalogues qui étaient en noir et blanc, euh, cette couleur était généralement, littéralement blanche, comme on le voit ici. Alors que la couleur des personnes afrodescendantes était souvent présentée comme particulièrement foncée, comme je le mentionnais. Et donc, en fait, ça, qu'est-ce que ça fait, surtout quand c'est juxtaposé comme on le voit ici, vraiment, ça, c'est une image qui vient telle quelle d'un catalogue, ça renforce l'idée de contraste qu'il y a entre le blanc et le noir. Donc, ça renforce qu'est-ce que le sociologue Stuart Hall expliquait, qui est un, un discours racisé binaire, dans le fond, entre le noir et le blanc, entre la civilisation et la sauvagerie. Et les jouets de mon corpus témoignaient vraiment, en fait, on pourrait dire, de ce champ de représentation vraiment binaire. Il n'y avait pratiquement aucun jouet ou aucune poupée qui avait un teint de peau entre ces deux extrêmes qui étaient fréquemment associés, là, surtout dans la première moitié de ma période. Si on revient à ces poupées, on voit qu'il y a également d'autres caractéristiques qui les distinguent des poupées blanches qui sont attribuées au régime de représentation racisé construit aux États-Unis depuis le 19e siècle. Donc, on voit les yeux blancs qui étaient souvent exorbitants, les lèvres rouges qui étaient souvent aussi particulièrement larges et la largeur du visage aussi. On voit surtout dans l'image là, qui compare une poupée blanche et une poupée noire. Ça aussi, c'est une image qui vient telle quelle d'un catalogue. On voit vraiment la différence entre les deux. Mais ces codes raciaux-là dont je viens de parler, je pense qu'ils sont encore plus visibles dans le cas de ces jeux-là, qui sont des jeux de tir sur cible dont je parlais précédemment. J'ai mis au centre ici une image en couleur parce que je trouvais qu'on voyait mieux, on comprenait mieux un peu le jouet, alors que l'image à côté qui vient d'un catalogue est un peu floue, puis c'est en noir et blanc, donc on voit un peu moins bien que celle en couleur que j'ai trouvée sur Internet, mais c'est le même jouet. Et donc on voit particulièrement bien là, les yeux blancs exorbités qui contrastent vraiment nettement avec la couleur de peau, les lèvres rouges et épaisses. Ainsi que d'autres caractéristiques là, associées au régime de représentation racisé. En fait, même le nom du personnage se nomme Sambo. C'est le nom un personnage, on dirait un Pequenini typique. C'est la figure des Pequenini construite là, dans le champ de représentation racisé depuis le 19e siècle. Et donc, on peut dire que ces codes-là sont un premier élément d'une violence symbolique envers les personnes noires qui est visible à travers de tels jouets. Mais il y a une deuxième couche aussi. Dans le fond, ces jouets-là, ce sont des jeux de tir sur cible. Alors, ça encourage une forme de violence, pas seulement implicitement, mais presque explicitement envers les personnes noires qui sont représentées dans ces jouets. Cependant, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les jouets offrent la possibilité de désaveu, de prétendre que l'objectif n'est pas de tirer la personne noire, mais plutôt les cibles qui sont tout autour du personnage pour obtenir les points. Parce qu'en fait, il y a des points écrits sur les cibles, il y a une pièce d'or à côté de la tête du visage, il y a une fleur de l'autre côté, le chapeau, la cible juste sur laquelle il s'accorde, et derrière lui aussi, il y a une plus petite cible qui vaut d'ailleurs le double de points. Donc, le but est de tirer partout, sauf sur lui, mais il y a de fortes chances qu'on tire non seulement vers le personnage, mais sur celui-ci. Et d'ailleurs, sur l'autre image qu'on voit ici,
les catalogues montraient explicitement que c'était très possible, en fait, que les fléchettes tirées par les pistolets jouets puissent atteindre la personne noire dans les catalogues, et c'était même montré dans la publicisation du jouet dans les catalogues. Donc, c'est ça, c'est comme je le disais, un type de violence plus explicite que seulement implicite avec ce type de jouet. Et puis, en fait, je pense que c'est important de mentionner aussi des historiens américains qui se sont intéressés aux jouets racisés ont remarqué que des jouets très similaires à ceux-ci étaient populaires aux États-Unis au 19e siècle. Donc, c'est intéressant de constater qu'ils continuaient à être publicisés dans des catalogues au Canada au début de la période qui m'intéressait. Là, on voit les dates 1948 puis 1953. Donc, c'est c'est des traces des régimes de représentation antérieurs qui continuent à être répétés à travers les jouets et les catalogues. Un autre aspect des représentations qui altérisaient les personnes noires, c'était une association répétée avec l'animalité, avec les animaux. Même, dans certains cas, un amalgame. Ici, on a une citation, encore une fois, de Catherine Larochelle qui explique que l'association répétée des personnes afrodescendantes aux animaux crée un amalgame entre Africains et animaux, une confusion entre leur humanité et leur animalité. En fait, selon les conceptions raciales dominantes pendant la période et avant, la culture des personnes afrodescendantes était fréquemment associée à la nature. C'était comme vu comme étant inchangeable avec la nature, c'était comme la même chose, alors que pour la culture eurodescendante, c'était vu comme l'opposé de la nature. Dans le cas des jouets de mon corpus, on voit qu'est-ce qui témoigne un peu de cette idée, c'est d'abord cet ensemble de poupées à rembourrer. Il y en a 5 des 6 qui représentent des animaux et une qui représente une femme noire qui se nomme Mamie et qui reprend donc le personnage de la Mamie, qui était en fait une esclave domestique, là, selon les termes de Stuart Hall, qui présentait sa servitude envers la population blanche comme étant volontaire et même désirée. C'était une façon donc de justifier en fait la servitude et l'exploitation des femmes afrodescendantes. Et ça, c'est un exemple aussi. Ce jouet-là était à l'extérieur de la section des jouets du catalogue, où il y avait d'autres poupées à rembourrer qui représentaient des personnes blanches, mais celle-ci était associée spécifiquement aux animaux. Donc, c'est là qu'on voit un peu cette idée d'amalgame. Aussi, dans les jeux de tir sur cible que je montrais précédemment, il y avait des dessins d'animaux plus ou moins exotiques, là, un éléphant, un tigre, des oiseaux. Donc, ce genre d'images d'animaux était fréquemment présenté dans les catalogues dans ou autour des jouets qui représentent des personnes noires. Donc, c'est aussi quelque chose qui a attiré mon attention. Ah oui, puis aussi, j'ai pas d'image ici malheureusement, mais j'ai vu dans quelques catalogues un jouet qui s'appelait Singe musical Sambo, qui représentait donc un singe, mais qui portait le nom de Sambo, qui est une figure, là, un personnage noir caricaturé, et qui portait donc des vêtements, un veston, un chapeau très similaire au personnage Sambo là, du jeu de tir sur cible, mais pourtant c'était un singe. Donc on voit vraiment cette idée d'amalgame là, entre animaux et personnes noires. Donc en plus de ces caractéristiques-là, on pourrait dire plus physiques, là, attribuées aux jouets qui représentaient des personnes noires, plusieurs des jouets du corpus associaient aussi les personnes afrodescendantes à une forme de servitude ou à une idée de servitude. En fait, alors qu'il y avait des jouets blancs qui représentaient, dans le fond, des jouets qui représentaient des personnes blanches dans des positions de pouvoir ou d'autorité, c'était pratiquement jamais le cas pour des personnes noires dans les jouets du corpus. Et souvent, en fait, quand elles étaient représentées dans un rôle social, on pourrait dire, c'était fréquemment dans un rôle de servitude ou de subordination à la population blanche. Ici, je pense que c'est quand même un bon exemple. C'est un jouet d'un serveur noir euh, qui, en fait, ne s'appelait pas comme ça dans les catalogues, mais je ne sais pas penser comment il s'appelait. Euh, et donc, il reprend plusieurs des codes racisés dont on a parlé jusqu'ici, hein, la couleur de peau particulièrement foncée, les yeux blancs exorbités, les lèvres épaisses, même la forme du visage qui semble se rapprocher de celle d'un singe, les vêtements colorés, donc il y a plusieurs éléments. Mais aussi, en particulier, ce qui est bien intéressant avec ce jouet,
c'est qu'il s'agit d'un jouet mécanique qui ne rendait possible qu'un éventail limité de scénarios de jeu. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que la seule partie qui était amovible de ce jouet, c'était sa jambe qui se déplaçait comme s'il se patinait. Et quand on activait le mécanisme, en fait, il pouvait donc servir les fruits qu'il tenait sur son assiette. Donc, c'était vraiment le seul scénario de jeu qui était encouragé et même, on pourrait dire, rendu possible par le jouet. Donc, c'était de le faire servir ses fruits, c'était de l'associer à la servitude. J'ai parlé de la figure de la mamie, qui était, c'est ça, l'esclave domestique, on pourrait dire. Euh, Plusieurs des jouets du corpus reflétaient des codes raciaux qui étaient associés à cette image-là de la mamie, donc en particulier une certaine corpulence. On voit encore les motifs à pois dans les vêtements. Il y a aussi des vêtements associés au travail domestique et surtout à la cuisine, comme des tabliers. On le voit un peu moins bien, mais cette poupée aussi porte un tablier, aussi le foulard de tête. Donc, ce sont des éléments, en plus des autres codes racisés là, présentés, qui associés aussi au scénario de la servitude, même que dans le cas des poupées jumelles, là, comme on voit, là, les Colored Twins, euh, elles étaient, dans le fond, il y avait des emballages de produits alimentaires jouets qui faisaient partie de l'ensemble pour que ces deux poupées-là puissent les publiciser, un peu comme le personnage de la tante Jemima, en fait, qui est une dérivée de cette figure-là de Mamie. Euh, j'ai inclus aussi dans mon PowerPoint ici une image au centre là, d'une poupée qui fait un peu, c'est une divergence là, par rapport à cette représentation de la mamie qui était autrement très répandue dans les poupées noires. Donc, en fait, cette poupée au centre représente une infirmière et reflétait donc l'une des seules autres professions, on pourrait dire, qui était vraiment possible pour une grande partie des femmes afrodescendantes au Canada pendant la période. Pendant la période de questions, tout à l'heure, on pourra en revenir sur la question, mais la figure de la mamie était même présente dans les catalogues, dans d'autres produits aussi que seulement les jouets, euh, comme on voit ici là, avec des blocs-notes, un porte-allumettes même, etc. Donc, la dernière section de la présentation, je vais parler rapidement de comment, durant je dis la deuxième moitié de la période, mais c'est beaucoup les années 70 en particulier, là, il y a eu un certain changement au niveau des représentations des personnes noires dans les jouets. Ces personnes se sont vues donc moins altérisées, moins présentées comme autres et moins racisées, donc on pourrait dire à partir de la période. Ici, j'ai des exemples donc de poupées noires qui sont justement moins altérisées. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne reprennent pas les codes raciaux dont on a parlé jusqu'à présent. Et souvent, elles se faisaient attribuer un nom personnalisé là, d'une manière similaire à la plupart des poupées blanches. Même en fait que dans les deux de ces poupées, je crois les deux dernières juste à ma droite ici, là, euh, c'est parmi les seules poupées racisées de mon corpus qui ne mentionnaient pas qu'elles étaient noires. Donc, d'une manière similaire aux poupées blanches qui ne mentionnaient pas non plus qu'elles étaient blanches. Également, à partir des années 70, il y a eu une diversification du type de jouet dans lequel il pouvait y avoir des représentations de personnes noires. Donc, c'est-à-dire que le champ des représentations demeurait limité, même s'il y a eu une diversification vers la fin de la période. Mais j'ai inclus aussi une image d'un dernier jouet qui n'est pas en fait une figurine articulée, mais qui est un jouet bien intéressant ce type de jouet-là, en fait, commençait à être de plus en plus fréquent dans les catalogues vers la fin de la période. Donc, dans ce type de jouet-là, en fait, le jeu principal, ce n'est pas une représentation d'une personne noire, mais c'est qu'on voit des personnes avec différentes teintes de peau qui peuplent un peu la scène de jeu. Donc, c'est ce que j'appelle un peu des personnages figurants, on pourrait dire, là, qui servent à peupler les environnements et donc qui ne sont pas vraiment altérisés ou racisés des autres personnages. Dans le fond, tout le monde a le même rôle, un peu de citoyen, d'écolier, en fonction des jouets similaires à celui-ci. Donc, ceci m'amène à la conclusion. Alors, avant de passer à la période de questions, je dirais, je pense que qu'est-ce qui est le plus important à retenir, c'est l'aspect de violence symbolique qui était propagé par
les jouets de mon corpus et les catalogues vis-à-vis des personnes afrodescendantes, pardon, et qui reprenaient plusieurs des stéréotypes raciaux, des codes raciaux qui étaient associés dans bien des cas au 19e siècle, mais qui pouvaient sembler plus innocents puisque c'était dans des jouets qui étaient, enfin, c'est ça, pour enfants, donc associés aussi à l'innocence, associés à l'enfance, et qui pouvaient contribuer un peu à normaliser certains de ces codes raciaux-là datant du 19e siècle. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici pour l'instant. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, puis j'ai bien hâte de vous entendre lors de la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions des personnes en ligne qui ont des questions? Pas pour le moment, donc on va commencer le privilège des gens qui sont présents ici. Donc, oui, madame. Oui. Bonjour, je m'appelle Lydia. Je travaille avec Philippe. Donc, on a déjà parlé beaucoup sur le sujet, mais j'ai une question pour toi. Quand les bébés commencent à changer et à voir les traits plus acceptés par la norme des beautés, je parle comme une fille qui a grandi avec une Barbie mince. Je ne pouvais pas être comme la Barbie, moi. Et j'entends souvent des femmes noires dire que les traits de beauté, souvent, comme la norme, et ça est encore pire parce que c'est là, pour moi, dans un visage qu'on attend d'une femme blanche. Oui. Ce n'est pas vraiment une question, mais je voulais te dire là-dedans. Non, c'est super intéressant. Puis, en fait, même la blancheur des poupées blanches était un trait de beauté valorisé. Et ça faisait que des personnes, dans le fond, les poupées noires ne pouvaient jamais être parfaitement compatibles avec les traits de beauté valorisés par les poupées blanches, dans le fond, et par le reste de la société, puisque, c'est ça, comme tu le mentionnes bien, c'était spécifique, c'était pensé à partir de la blancheur. C'était des traits spécifiques à la blancheur dans bien des cas, dont même la couleur de peau. Et à ce niveau-là, je ne pense pas que c'est un hasard. Là. Quand on voyait certaines des poupées que j'ai montrées, leur teint de peau était beaucoup moins foncé que plusieurs des poupées antérieures. Donc, on pourrait se demander, est-ce que c'est par souci d'authenticité pour refléter un plus grand champ de représentation de personnes afrodescendantes? Mais j'ai plus l'impression, surtout parce que c'est associé vraiment à ces poupées-là, que c'est plutôt parce que la pâleur du teint de peau, la blancheur, était un trait valorisé, justement. Merci. Oui. Durant l'analyse de vos catalogues, au niveau de la section des jouets ou des figurines, genre soldats type guerre, Oui. est-ce que vous aviez vu des espèces de figurines de ce type-là racisées ou ils étaient complètement juste blanches pour dire qu'il y avait juste des soldats blancs? Oui, en fait, c'était souvent le cas. C'était souvent juste des soldats blancs. C'était parfois difficile de voir s'il y avait une identité raciale qui leur était attribuée. On devinait, c'est un peu comme je le mentionnais, l'identité par défaut dans les catalogues semblait être l'identité blanche. Donc, c'est comme si ces figurines-là laissaient implicite le fait qu'elles étaient blanches, parce qu'en fait, souvent, elles n'étaient pas peinturées d'une couleur réaliste. Elles étaient bleues ou rouges ou vertes. Donc, à ce niveau-là, il fallait deviner est-ce que c'est censé représenter une personne blanche ou non, mais quand c'était par contre des figurines d'Indiens, là, elles étaient clairement peintes pour représenter qu'elles étaient indiennes. Alors là, on voyait que, on devinait que pour cette raison, les figurines qui représentaient des soldats canadiens, mettons de la Première, Deuxième Guerre mondiale, représentaient principalement ou exclusivement des personnes blanches. Merci. Juste revenir sur la question du changement, là, bon, est-ce qu'on peut voir là-dedans, c'est possible de voir là-dedans, une espèce de quand même, de mettre en valeur, de quelque chose de positif sur la représentation des femmes noires, par exemple, dans cette période, ou l'infirmière, par exemple, qui est une profession? Oui, ben, je pense que oui. Vas-y, Vous voyez quelque chose d'un peu plus positif Oui. que ce que vous exprimiez? OK, en fait, moi aussi, je voyais des éléments comme positifs. Peut-être que ça n'a pas vraiment paru dans la façon que j'en parlais, mais je trouve surtout les 4 poupées là, que j'avais montrées au début de cette section-là qui sont comme moins racisées. La Barbie, entre autres. C'est ça, il y a certainement des exemples de poupées que j'ai vues qui sont, en fait, je dirais même pas racisées, qui sont pas présentées comme
autres, qui sont pas altérisés dans le fond, qui reflètent simplement d'autres couleurs de peau, d'autres identités raciales. Et à ce niveau-là, on peut voir certainement quelque chose de très positif. En fait, ça, c'est pour encourager la diversité dans les représentations qui sont offertes aux enfants. Et c'est un peu la même chose, là, le jeu qui comporte les petits personnages de figurants là, dont je parlais. C'est aussi un exemple un peu positif, on pourrait dire, là, d'une intégration de personnes de différentes couleurs de peau qui ne sont pas racisées. Ah, merci beaucoup. Si. Puis, j'ai pas eu l'occasion de le mentionner, mais il y a eu des fabricants de poupées noires au Canada, puis ailleurs dans le monde, aux États-Unis, qui ont commencé à créer des poupées noires authentiques, qui étaient autant pour des consommateurs blancs que noirs, que peu importe. C'était vraiment l'idée de favoriser euh, ces différentes représentations là, qui étaient rendues possibles dans les jouets, dans les catalogues. Puis là, j'arrive aux ces poupées ici, par exemple. J'ai l'impression que c'est des représentations vraiment plus positives de personnes noires qui ne sont pas altérisées vraiment. C'est ça, souvent même, en fait, elles avaient leur propre nom, leur propre prénom qui était attribué. Puis même, je pense, dans le cas de ces deux poupées-là, comme je l'ai mentionné, on ne spécifiait pas qu'elle était noire. C'était, comme pour les poupées blanches, c'était juste une caractéristique là, de ces poupées-là. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec le commentaire. Après, il y avait une question Oui, aussi. vous êtes entraîné sur un autre terrain, parce que je t'écoutais, tu parles très bien, tu t'expliques bien, mais toujours traiter d'un tel sujet, c'est un choix de mots. Et comment tu t'es attelé dans la rédaction de ton mémoire, justement à ce défi de contourner, tout en parlant de stéréotypes, à changer le langage? Est-ce que cet exercice-là est facile? J'imagine que non, mais tu devrais t'entraîner sur ce terrain-là du langage pour parler de cet univers. Ben, c'est une très bonne question, puis c'était effectivement un défi, c'est pas facile. J'ai peut-être tendance à me répéter parfois dans mon mémoire, j'ai l'impression, là, dans les termes que j'utilise pour parler, parce que il n'y a pas toujours des synonymes qui sont possibles. Bon, ben, on peut dire, par exemple, personne afrodescendante, personne noire afrodescendante. Il y a différentes façons, personne autochtone, personne issue des premiers peuples. Mais en ce qui concerne plus les termes péjoratifs, les qualificatifs dégradant. raciaux, dégradants, exactement. J'ai une section dans mon mémoire où que je fais une analyse de ces codes-là et donc je les nomme, mais j'ai censuré quelques mots, des mots en haine là, en raison de ma propre position, je me sentais pas à l'aise. En fait, je voulais pas prendre le risque de réitérer un peu la violence associée au fait d'utiliser ces mots-là quand on n'est pas une personne noire. Donc, je préférais, là, je dis, je les ai censurés de mon mémoire. En fait, c'est simplement, j'ai mis N, puis là, des points à côté, puis on peut deviner c'est quoi le mot. Donc, c'est un peu la stratégie que j'ai utilisée, mais sinon, c'est des termes dégradants aussi quand on parle de la figure de la mamie, de Sambo. Et donc, j'ai essayé, là, du plus que je pouvais, de rendre ça explicite, de rendre ma propre positionnalité explicite, puis que ce soit le plus clair possible que mon intention n'était pas de reproduire une forme de violence. Mais tout à fait, quand on parle des stéréotypes, je pense que ça comporte le risque de reproduire les stéréotypes en même temps même qu'on essaie de les analyser. Donc, c'est ça. Ça demandait quand même une sensibilité, je pense. Puis, Mme Burgess m'a beaucoup aidé aussi là, au niveau du jugement, là, de comment... Mais je pense aussi, en fait, c'est une question qui est compliquée parce que on ne veut pas non plus, je ne souhaite pas, puis je pense que Philippe ne souhaite pas, effacer, m'effacer en étant au mauvais endroit. On ne veut pas effacer la réalité du caractère presque banal de l'utilisation de ces mots. Dans des catalogues, c'était distribué partout à travers le Canada, dans toutes sortes de foyers. On emploie des mots qui sont aujourd'hui qui nous choquent. Bon, les images nous choquent, mais les mots nous choquent. Et c'était... puis je pense que ça m'a amené aussi à réfléchir à mon propre passé, plutôt à la génération de mes parents, et comment l'utilisation de certains termes était
ils n'étaient pas conscients de l'impact, de la signification de ces termes parce que c'était banal dans puis représenté, bon, au cinéma, bon, dans la littérature, dans les revues, etc. Donc, je pense que de voir que certains termes étaient utilisés, par exemple, dans les catalogues de Dupuis-Frères dans les années 1950, ben ça nous choque aujourd'hui de voir que le nom de la poupée, c'est la. Bon, et donc, comment garder, c'est ça, de ne pas faire, les mots en anglais, whitewashing, c'est d'effacer, je pense que c'est ça qui est mais de quand même respecter certains principes éthiques et certaines valeurs. Donc, Ouais, c'est ça, pas répéter une forme de violence en utilisant les mots. En fait, je me suis inspiré de qu'est-ce que d'autres études sur des sujets semblables font, en fait, puis d'essayer d'adopter une approche sensible comme elles le font aussi, euh, puisque je suis certainement pas le seul qui a étudié la question des stéréotypes raciaux de manière générale. Les jouets, peut-être un peu, il y en a moins, mais oui, c'est ça. Puis en fait, il y a beaucoup d'autres termes. Comme là, la présentation aujourd'hui, c'est par rapport à la représentation des personnes noires, mais au niveau des premiers peuples aussi, il y avait des termes particulièrement choquants, puis qui tendent, même encore aujourd'hui, dans certains contextes, à être utilisés de manière banale, comme Bridget le disait bien. Ouais. vous avez une question ici? Oui, merci. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était bien présenté. Donc, j'aime toujours les présentations des historiens et des historiennes parce qu'ils ont souvent de matériel visuel comme ça, une carte, des photos. Alors, évidemment, moi, j'aurais souhaité que vous fassiez une thèse sur les années 80 à 2000, mettons. Pour justement voir ce qui change ou ce qui reste. Et à ce propos-là, est-ce que vous avez, dans le cadre de votre maîtrise ou dans vos réflexions, je suppose, de faire des liens avec des facteurs causes, des facteurs qui conditionnent ces représentations-là, ou alors les facteurs qui les font changer. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des facteurs économiques et idéaux, des idéations, des représentations. Alors, est-ce que vous avez fait ça dans le cadre de votre maîtrise? Ça serait quoi les facteurs? C'est une très bonne question. Puis en fait, c'est vrai au niveau des facteurs, comme si on pense, mettons, ce type de poupée-là un peu moins racisé, selon des analyses faites par des historiens et historiennes américains, américaines qui ont étudié la question, c'est pas simplement en raison de transformations idéologiques, on pourrait dire, de différentes conceptions à quoi ressemblent les personnes noires, mais c'est aussi des raisons économiques. Pour les personnes afrodescendantes en Amérique, avaient un pouvoir d'achat qui était de plus en plus important, et donc ce facteur aussi est important à considérer. Moi, dans le cadre de mon mémoire, c'est ça, je me suis moins intéressé à la question. J'essaie d'être sensible un peu, on peut dire, à ces réalités-là, d'essayer de voir s'il y avait moyen dans mes sources de repérer des indices de ces causes-là, mais ça n'a pas été vraiment l'angle d'analyse principal, disons-le comme ça. Mais c'est certainement un sujet qui m'intéresse là, pour une future recherche éventuelle, on ne sait jamais, sait-on, ou quelqu'un d'autre pourrait certainement la faire. Mais vraiment, c'est ça, mes principales sources restaient les catalogues de vente, et c'était surtout l'idée de voir qu'est-ce qui était présenté aux enfants canadiens et qu'est-ce qui pouvait être acheté. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais parmi les catalogues, là, il y en a quelques-uns qui contenaient des statistiques de vente. Donc, pour chaque produit, c'est-à-dire dans les catalogues, on voyait combien avait été acheté, tout ça. Et c'était donc une façon pour moi de vérifier probablement si les jouets altérisés, racisés étaient effectivement achetés ou non. Puis en fait, j'ai pu constater même que souvent, ils étaient même en proportion là, plus fréquemment vendus que les jouets non racisés. C'était les catalogues que j'ai consultés dataient vraiment la première moitié de la période, je crois que c'est 44 à 59. Puis c'est peut-être une trentaine ou quarantaine de catalogues. Donc, c'est pas peut-être repris. Je peux pas tirer des conclusions trop générales de ça, mais au moins, on peut savoir que c'était effectivement des jouets qui étaient achetés. Je pense pas que c'est pour rien qu'ils continuaient d'être présentés dans les catalogues, souvent pendant plusieurs années. J'ajouterais, Oui. Ce qui est intéressant, ce dont Philippe parle, c'est des catalogues. Des catalogues qui étaient dans le fonds Dupuis-Frères aux archives HEC. Et donc, il y a un certain nombre d'années où c'est vraiment intéressant. Je pense pour tous les produits du catalogue, il y a des pages avec des statistiques de vente. Alors, c'est clair qu'on est en train de réfléchir à
la rentabilité. Et donc, je pense que c'est intéressant, les statistiques qui montrent qu'effectivement, c'était acheté, parce qu'il y a aussi des données sur combien était retourné. Et aussi, donc, on est devant des catalogues et des produits destinés essentiellement au marché francophone et surtout au marché québécois. Et donc, on voit que ces poupées-là, et dans une période où ça s'explique pas par, je pense, par l'importance du marché de personnes afrodescendantes susceptibles de les acheter, mais c'est vraiment, je pense que ça confirme, parce que la question, c'est est-ce que c'est acheté, puis quel est l'impact? Ça, c'est l'inconnu pour l'historien, mais de voir que ça pénètre par les statistiques. Donc, je pense que ça, c'était vraiment des données très précieuses et très intéressantes. Oui. Dans le fond, on peut se poser la question, est-ce que c'était destiné à un public blanc, à un public non blanc, tout ça? Surtout, je pense, les premiers jouets dont je parlais, là, qui datent de la première partie de la période, quand ça reprend autant les codes racisés que ceux qui étaient, comment, je pense en particulier aux jeux de tir sur cible, j'avais de la difficulté à imaginer que c'était pour un public afrodescendant qui n'avait pas le même niveau non plus là, comment on dirait, le même... L'esprit critique, peut-être, je sais pas, ou de sens de... Non, je parle plus au niveau économique, là, le même pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est ça le terme. Donc, pour ces raisons-là, puis c'est en fait, il y a des historiens américains qui ont étudié les jouets racisés aux États-Unis dans les années 1800, qui avaient un peu cet argument-là, qu'en raison de la nature vraiment dégradante des représentations, des stéréotypes raciaux qui étaient véhiculés et du pouvoir d'achat des populations non blanches qui étaient moindres que les populations blanches, ces jouets-là n'étaient pas destinés à un public non blanc, un public afrodescendant, par exemple. C'était vraiment destiné à un public blanc parce que ça, en fait, ça confortait certaines des représentations c'est ça, qui étaient confortantes pour ce public-là, je dirais. Ouais. Il y a M. Henri Comot qui aimerait vous poser une question et il observe qu'il n'existe plus les catalogues tels que Sears ou Wheaton dans lesquels tu as travaillé. Et selon toi, suite à ta recherche, est-ce qu'on a évolué par rapport aux jouets qui figurent maintenant sur le marché? C'est une très bonne question. Justement, ma recherche s'est arrêtée en 1980, puis j'ai une expérience seulement limitée là, de ma propre expérience en tant qu'enfant, mais aussi juste en général. Je ne sais pas si je suis assez au courant là, des types de jouets qui sont publicisés aujourd'hui, qui peuvent être achetés aujourd'hui. Simplement, pendant la période, j'ai l'impression qu'on voit déjà quand même certains changements qui sont intéressants, qui sont importants à souligner. Il y a des représentations qui sont certainement plus positives et importantes, et je dirais même à valoriser, si on veut. D'après ma propre expérience personnelle, là, en tant qu'enfant qui a grandi dans les années 2000, dans le fond, je reconnaissais certains des aspects là, vus dans les années 70 qui ont peut-être continué dans les années 2000, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, mais ça m'arrive encore, puis là, c'est peut-être à cause un peu les cours de sociologie que j'ai eu au bac et tout ça, j'ai tendance à reconnaître des traces des régimes de représentation racisés un peu partout, là, quand j'en vois au cinéma, au théâtre, quoique je ne consomme pas beaucoup de théâtre, mais dans les publicités, des déguisements d'Halloween, il y a des sujets qu'on en parle aussi peut-être plus dans l'actualité, que ce soit en ce qui concerne les personnes afrodescendantes ou autochtones ou autres. Donc, j'ai cette tendance-là peut-être à me souvenir plus des aspects stéréotypés que je vois, plus que les représentations plus positives. Mais j'espère pouvoir dire qu'il y a eu un changement, surtout depuis les années 40 et 50, comme on voit ici, là. Donc, ouais, je ne sais pas si la réponse est assez complète. Mais... Ben justement, tu parlais des changements de représentation dans les années 70. Est-ce qu'on voit la même chose par rapport aux populations autochtones? C'est beaucoup moins. Ouais, c'est vraiment... probablement que la principale figure d'altérité dans les catalogues que j'ai consultés serait celle des premiers peuples, serait la figure de l'Indien. C'est elle qui reste la plus inchangée pendant la période, la plus constante. Les jouets sont les moins
diversifiés puis variés. En fait, c'est souvent les mêmes ensembles qui sont publicisés en 1945 puis qui sont pratiquement les mêmes jusqu'en 80. Je pense que il y a une partie dans mon mémoire où je mentionne là, l'éventail des années là, dans lesquelles les mêmes jouets étaient publicisés. Puis c'était un aspect plus frappant là, pour les jouets qui représentaient les premiers peuples. J'ai mentionné tantôt un peu mon expérience en tant qu'enfant en grandissant dans les années 2000. Je voyais encore des représentations similaires. Donc, j'ai l'impression que les changements ont été, peut-être même ils sont encore aujourd'hui plus lents et différents. Dans le fond, les changements qu'il y a eu dans les années 70, il y a eu l'apparition des action figures, qui avait moins dans les années précédentes, mais qui, dans le fond, c'était un peu comme une figurine de cow-boy indien, mais articulée. Ça revenait un peu au même. Là, ouais, c'est ça. Mais il y avait les jeux de tir sur cible, ça a resté pendant toute la période, alors que ceux qu'on voyait, que j'ai montrés là, pour les personnes afrodescendantes, ça a arrêté, je pense, vers début des années 50. Pour les jeux de tir sur cible envers les personnages indiens, là, je pense qu'il y en avait encore au début des années 70, si je ne me trompe pas. J'en ai pas vu dans toutes les années 70. Il y a eu quand même, ça l'a cessé pendant la période, mais ouais, c'est ça. Merci à vous tous, toutes, et merci à vous qui êtes en ligne, que je ne vois pas, et surtout merci à Philippe pour cette belle présentation qui, je pense, s'inscrit, qui est vraiment appropriée pour cette semaine de l'histoire des Noirs, qui nous amène peut-être à prendre davantage conscience de l'importance pour nous, historiens et Québécois, de mieux réfléchir et de mieux comprendre cette période et ces aspects de notre histoire. Merci à vous tous. Merci.